L'extrême droite, l'extrême gauche et la vertu. Introduction, la tentation des extrêmes. L'histoire politique est traversée par une oscillation permanente. Comme un pendule qui refuse le repos, les sociétés humaines passent d'un pôle à l'autre. Ordre contre liberté, tradition contre progrès, autorité contre émancipation. Lorsque ces tensions s'exacerbent, apparaissent ce que l'on appelle les extrêmes. Mais que signifie vraiment être extrême? Est-ce simplement être très engagé? Est-ce refuser le compromis? Ou est-ce vouloir refaçonner entièrement la société selon un ordre unique? Dans cette vidéo, je vous propose 3 mouvements. 1. Comprendre ce que sont l'extrême droite et l'extrême gauche. 2. Voir ce qu'elles ont produit historiquement. 3. Interroger cette idée ancienne. La vertu se situe-t-elle au milieu? Nous allons naviguer entre philosophie politique, histoire et psychologie des foules. Et nous verrons que le milieu n'est pas forcément ce que l'on croit. Premier point, l'extrême droite, ordre, identité, hiérarchie. Historiquement, l'extrême droite repose sur quelques piliers constants. Primauté de la nation, culte de l'autorité, hiérarchie assumée, méfiance envers l'égalité, rejet du pluralisme culturel. Dans sa forme radicale, on considère que la société n'est pas une addition d'individus libres, mais un organisme. Chaque personne y a une place déterminée. L'ordre y est supérieur à la liberté. Les exemples historiques les plus marquants sont le régime d'Adolf Hitler en Allemagne, celui de Benito Mussolini en Italie, ou encore le franquisme en Espagne sous Francisco Franco. Dans ces régimes, l'individu s'efface devant la collectivité nationale. L'État devient centralisateur, autoritaire, souvent militarisé. La différence est perçue comme une menace, la pureté nationale, culturelle ou raciale devient un mythe politique. Mais attention à ne pas réduire l'extrême droite à une simple brutalité irrationnelle. Elle séduit parce qu'elle promet sécurité, stabilité, continuité, identité claire. Dans les périodes d'angoisse collective, ces promesses sont puissantes. La peur est un carburant politique extraordinairement efficace. Le deuxième point, c'est l'extrême gauche. Égalité radicale, révolution, rupture. Donc à l'autre extrémité, l'extrême gauche se fonde sur une autre valeur absolue, l'égalité. Inspirée par la pensée de Karl Marx, elle considère que l'injustice sociale provient des structures économiques. Le capitalisme est vu comme intrinsèquement oppressif. La solution? Une transformation radicale de la société. Dans sa version révolutionnaire, cela a donné la révolution bolchevique menée par Vladimir Lénine, le régime de Joseph Staline, la Chine maoïste de Mao Tse-tung. L'objectif affiché est noble, abolir l'exploitation. Et une société sans classe,
libérer l'humain des contraintes économiques. Mais lorsque l'égalité devient absolue, elle peut exiger l'écrasement des différences, la suppression des oppositions et la centralisation extrême du pouvoir au nom du peuple. Là encore, le paradoxe surgit. Vouloir libérer peut conduire à contraindre. Troisième point, le point commun des extrêmes. On les oppose souvent comme si tout les séparait. Pourtant, lorsqu'on analyse les structures, un phénomène fascinant apparaît. Les extrêmes partagent plusieurs traits semblables. Vision totalisante du monde, explication simple à des problèmes complexes, désignation d'un ennemi, justification morale de la contrainte et méfiance envers le pluralisme. Ils promettent une société harmonieuse, mais passent souvent par une phase de coercition intense. Pourquoi ? Parce qu'ils reposent sur une idée unique, élevée au rang d'absolu. L'ordre absolu ou l'égalité absolue. Or, la société humaine est un système complexe. Elle ressemble davantage à un écosystème qu'à une machine. Lorsque l'on force une variable à son maximum, l'équilibre global se dérègle. Quatrième point, la vertu se situe au milieu. Cette formule renvoie à Aristote. Dans son Éthique à Nicomaque, il explique que la vertu est un juste milieu entre deux excès. Le courage, par exemple, se situe entre la lâcheté et la témérité. Mais attention, le milieu d'Aristote n'est pas la tiédeur, ce n'est pas la médiocrité, c'est l'équilibre dynamique. Il ne s'agit pas de couper la poire en deux, il s'agit d'ajuster la réponse à la réalité concrète. Transposé en politique, cela ne signifie pas que la vérité se situe mathématiquement entre deux parties. Si l'un affirme que la Terre est ronde et l'autre qu'elle est plate, le milieu n'est pas une terre ovale. Le milieu aristotélicien exige discernement, prudence, adaptation. Les Grecs appelaient cela la pronésis, la sagesse pratique. Cinquième point, le danger du faux centre. Il faut également se méfier d'un autre piège. Croire que le centre est automatiquement vertueux. Le centre peut être lâche, il peut être opportuniste, il peut éviter les décisions difficiles. Parfois, une situation exige une position tranchée. La lutte contre l'esclavage n'appelait pas un compromis avec l'esclavage. La vertu ne se définit pas par sa position géographique sur un axe politique, mais par sa capacité à respecter la dignité humaine, la liberté et la justice. Sixième point, complexité, démocratie et équilibre instable. Les sociétés démocratiques sont fragiles parce qu'elles reposent sur une tension permanente. Protéger la liberté individuelle, assurer la cohésion collective. Trop de liberté sans cadre peut produire le chaos. Trop d'ordre sans liberté produit la tyrannie. La démocratie n'est pas un État stable, c'est un exercice d'équilibriste.
Elle suppose pluralisme, séparation des pouvoirs, liberté d'expression, capacité à accepter le désaccord. Les extrêmes détestent le désaccord. La démocratie en vit. La vertu est-elle une tension consciente? Affirmer que la vertu se situe au milieu peut sonner comme une formule rassurante. Pourtant, ce n'est ni une solution facile, ni une neutralité confortable. Le milieu n'est pas une moyenne arithmétique, ce n'est pas 50% d'ordre et 50% d'égalité. Ce n'est pas un compromis mécanique entre deux slogans opposés. C'est un effort permanent de discernement. L'extrême droite absolutise l'identité et l'ordre, l'extrême gauche absolutise l'égalité et la transformation. Dans les deux cas, une valeur légitime devient une idole, et lorsqu'une valeur devient absolue, elle finit par écraser les autres. L'ordre sans liberté devient oppression, l'égalité sans pluralité devient uniformisation. La sécurité sans droit devient surveillance. La justice sans limite devient purgation. La politique moderne est traversée par une tentation simplificatrice. Réduire la complexité humaine à un principe unique. Or, l'humain n'est pas un principe. Il est une tension vivante entre plusieurs aspirations légitimes. Appartenir et être libre, être protégé et être autonome, être reconnu dans sa singularité et intégré dans une communauté. La vertu politique consiste à maintenir ces tensions sans les nier. Cela exige quelque chose de rare, la maturité collective. Les extrêmes prospèrent dans la peur, l'humiliation, l'insécurité économique, le sentiment de déclassement. Ils promettent un récit clair, un responsable, une solution radicale, un futur purifié. Cette promesse est psychologiquement puissante. Elle apaise l'angoisse par la certitude. La démocratie, elle, propose un récit beaucoup moins confortable. Elle dit « le réel est complexe, le conflit est inévitable, le compromis est nécessaire, et aucune génération ne réglera définitivement les tensions humaines. » C'est un régime qui suppose l'acceptation de l'inachevé. L'acceptation de l'inachevé. Le juste milieu aristotélicien ne supprime pas les passions politiques, il les discipline. Il reconnaît que l'ordre est nécessaire, mais qu'il doit être limité. Il reconnaît que l'égalité est indispensable, mais qu'elle ne doit pas détruire la liberté. Il accepte que la société soit un équilibre instable, jamais définitivement acquis. Il faut ici insister sur un point essentiel. Le milieu vertueux ne consiste pas à refuser toute radicalité morale. Certaines situations exigent une fermeté absolue face au racisme, face à la négation des droits fondamentaux, face à la violence politique. La vertu ne consiste pas à ménager l'injustice pour préserver un équilibre abstrait. Elle consiste à défendre la dignité humaine sans sombrer dans la logique de l'élimination.
Autrement dit, la vertu politique n'est pas molle, elle est exigeante. Elle demande de la mémoire historique pour ne pas répéter les emballements du passé, de l'esprit critique pour ne pas se laisser séduire par les récits simplificateurs, du courage civique pour supporter le désaccord sans vouloir le supprimer, et une certaine humilité intellectuelle pour admettre que nos propres idées peuvent devenir excessives. Les extrêmes naissent souvent d'un refus de la limite. Or, la limite n'est pas une faiblesse, elle est la condition même de la coexistence. Peut-être que la véritable question n'est pas « faut-il être au centre ?», mais sommes-nous capables d'habiter la complexité sans chercher refuge dans l'absolu ? Car le milieu n'est pas un lieu géographique sur un échiquier politique, c'est une discipline intérieure. Il suppose d'accepter que la vérité politique ne soit jamais totale, que la société soit toujours imparfaite et que la liberté implique le risque. En définitive, la vertu ne se situe pas au milieu parce qu'il serait confortable, elle s'y situe parce que c'est l'endroit le plus difficile à tenir. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il mérite d'être défendu. Montesquieu écrivait « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Et Aristote proclamait une formule lumineuse. La vertu est un juste milieu entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut.